On est parti. Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà pour le 15e ACOD de CAP organisé tous les mois pour les fournisseurs sur la gestion de l'eau. Donc, je suis désolée, la dernière fois, en janvier, nous n'avons pas pu faire cette webconférence. Elle est reportée au 26 février. Vous allez recevoir une invitation aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de l'eau et des ressources en eau. Donc, pour commencer, je vais vous faire une découverte par les enjeux des objectifs du développement durable de l'ONU qu'a adopté CAP pour décliner sa politique RSE. Donc, on va d'abord déterminer quels sont les enjeux de ces objectifs auxquels notre ACOD d'aujourd'hui va répondre. Donc, je vais vous faire travailler un petit peu. Je ne sais pas si vous les connaissez. Alors, les connaissez-vous ? Moi, oui, un peu. Ah oui, pour Olivier, bien sûr. Nathalie ? Pas tous au visuel, pas tous. D'accord, donc là, vous les avez sur le PowerPoint. Oui. Madame Gesselin ? Non, pas tous non plus. Pas tous Quelques-uns. non plus, d'accord. Madame Bernard ? Allô ? Vous m'entendez ? Allô ? Madame Bernard ? Vous m'entendez ? Bon, c'est pas très grave. Ok, n'hésitez pas à mettre sur les messageries, hein, comme d'habitude, un petit mot et je vous répondrai par chat ou à l'oral. Voilà. Donc, 17 objectifs du développement durable ont été déclinés par l'ONU en 2015 et la CAP l'a adopté cette année. Donc, pour sa politique RSE, vous avez le numéro 1 qui est pas de pauvreté, zéro faim pour le 2, bonne santé et bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes, eau propre et assainissement, énergie propre et à un coût abordable, travail décent et croissance économique, industrie, innovation et infrastructure, pour le 10, inégalité réduite, le 11, ville et communauté durable, 12, consommation et production responsable, 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, 14, la vie aquatique, vie terrestre pour le 15, 16, la paix, la justice et l'institution efficace, et le 17, partenariat pour la réalisation des objectifs du développement durable de l'ONU. Donc, compte tenu de cette palette, je vais vous guider sur le site internet de CAP, si ça veut bien marcher, et nous allons voir comment CAP se les approprie et nous allons nous orienter sur deux des objectifs qui répondent à l'enjeu d'aujourd'hui, c'est la maîtrise de l'eau. Vous voyez mon écran toujours ? Oui. Vous voyez le site internet avec les 17 ODD ? Non, on est toujours sur le On est PowerPoint. toujours sur Ok. la diapo. Nouveau partage. Merci. Voilà. Et mon écran. Et celui-là. Et là ? Oui. Oui, c'est bon. Ok. Donc, nous allons voir que le 6 et le 14 répondent clairement puisque c'est tout autour de l'eau. Mais qu'il y a d'autres items, d'autres objectifs qui peuvent y répondre. Donc, pour l'eau propre et l'assainissement, qui est principalement le thème d'aujourd'hui et celui de novembre qui était sur les effluents, CAP a décliné ses enjeux à la fois internes et externes sur le sujet. D'accord ? Vous le voyez toujours ? Oui. Oui. Est-ce que vous voyez bien l'objectif 6 ? Oui. Ok. Donc là, vous voyez que de façon interne, CAP a décidé de mesurer et de supprimer les toxiques de sa consommation et de son quotidien, dans l'entretien de ses locaux. Et en externe, elle attend de vous, par l'indice vert, que vous réduisiez vos consommations d'eau, mais aussi que vous gériez la qualité de vos effluents. Et via le programme CAP s'engage, on va pouvoir vous permettre de mettre en avant vos produits respectueux de l'environnement. D'accord ? D'accord. Ok. Pour revenir, donc on clique sur le bandeau objectif de développement durable de CAP et on va sur la vie aquatique. Et là, on a d'autres objectifs
pour répondre à l'enjeu de l'eau défini par l'ONU. Donc, dans la politique RSE de CAP, vous avez un premier chapeau qui explique l'engagement que prend CAP et un petit paragraphe sur quel est l'enjeu de l'ONU. Avec un résumé, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer dessus et vous tombez sur les objectifs du développement durable de l'ONU. Donc là, en interne, on a décidé de privilégier des procédés de nettoyage respectueux de l'environnement et du milieu aquatique principalement, donc microfibre et eau, vinaigre blanc, etc. Et de limiter l'usage de produits de nettoyage en choisissant des produits respectueux du milieu aquatique. En externe, nous allons favoriser la pêche durable sur les produits de restauration et nous allons travailler sur des procédés pour les effluents propres et travailler sur l'indice PBT. Ici, en bref, vous avez les engagements chiffrés, donc qui ne sont pas encore mis à jour, mais qui vont l'être, quand on aura bien travaillé sur le contenu et les objectifs. Donc voilà comment CAP aborde la question de l'eau par les deux objectifs de l'ONU, en les déclinant par des actions concrètes dans son quotidien. Donc maintenant, je vais revenir à notre diaporama. Donc, hop, nouveau partage. Donc, vous voyez qu'il y en a deux, cette fois-ci, qui répondent aux enjeux du développement durable et à la politique RSE de CAP, le 6 et le 14. Mais on pourrait croiser avec l'industrie, l'innovation et les infrastructures, puisqu'il faut bien répondre à cet enjeu d'eau par de l'innovation, par des réponses technologiques. On pourrait répondre aussi à l'enjeu numéro 11, qui répond aux enjeux de la ville et de la communauté durable, donc où la ville doit s'assurer d'avoir une eau propre et de qualité et de répondre à la maîtrise de sa consommation. Et aussi, on pourrait répondre à l'enjeu numéro 12, qui est notre principal enjeu pour CAP, c'est d'offrir une consommation et une production responsable. Donc, plusieurs enjeux peuvent être regroupés pour un seul item et nous allons à chaque ACODE introduire notre fait par ces enjeux-là du développement durable et de la politique de CAP. Olivier, de Primum Nocere, peux-tu rajouter quelque chose ou y a-t-il quelque chose à rajouter? Non, pour l'instant, c'est très bien, je suis tout à fait d'accord. Merci. Olivier Thomas vient de nous rejoindre. Je lui demande de venir se mettre devant la caméra. Donc on va continuer. Tu n'as pas entendu le début, mais… Je l'imagine bien. Parfait. Alors, hop. Vous avez des questions à ce stade? Non, pas pour moi. Non. Est-ce que c'est clair? Ça vous apporte de nouvelles informations? C'est intéressant, oui. Merci. Bon, on continue. Alors, est-ce que ça va? Voilà. Donc là, je n'ai fait que reprendre pendant quelques temps le contexte que nous avions vu au mois de novembre. Donc, les slides que vous allez voir rappellent le contexte de l'eau en France et dans notre environnement. Donc, ce sont les mêmes qu'au mois de novembre. Une très bonne qualité de l'eau en général et la bonne qualité du réseau. Le cycle de l'eau, vous le connaissez, donc je ne vais pas le resituer aujourd'hui. Nous avons un circuit de consommation qui part de la potabilisation ou tout au moins de la récupération du milieu naturel avec la potabilisation de l'eau du milieu naturel, son usage, son traitement selon les analyses qui sont prévues par les instances réglementaires, le rejet dans la station d'épuration et enfin le rejet dans le milieu naturel. Donc ça, on l'a vu au mois de novembre. La réglementation reste la même. Nous allons juste voir au niveau des enjeux, les acteurs aussi, nous allons juste voir au niveau des enjeux que nous allons faire un focus important sur les fuites d'eau, la dureté de l'eau, puisque le focus aujourd'hui est sur la consommation. Et donc, nous avons rajouté une slide. Donc là, c'est toujours les mêmes problématiques qu'il faut s'assurer pour les effluents, mais je tenais à le remettre puisque c'est très lié. Mais nous allons nous arrêter principalement sur la stratégie pour agir pour votre consommation et la maîtrise de votre eau. Et là, je vais laisser la parole à Olivier, qui est en webconférence avec nous de chez Primum Nocere.
Alors, effectivement, merci Cathy pour cette introduction. Alors, nous, on travaille pas mal sur les consommations d'eau, donc c'est-à-dire quelle stratégie on va pouvoir mettre en place pour surveiller d'abord les consommations d'eau. C'est très important de savoir où on en est et surtout d'avoir, peut-être pas en temps réel, mais régulièrement suivre ces consommations pour pouvoir percevoir des décalages. Donc, c'est le premier point, c'est pour pouvoir trouver des suites, en fait, avoir cette espèce de reporting régulier. Donc, pour faire ça, maintenant, on est aidé par des outils, je dirais, connectés de plus en plus, type des sous-compteurs qui peuvent être connectés et qui vont donner en temps réel les consommations. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose de très important à mettre en place. Alors, je ne sais pas les invités, quel type d'établissement, quel type d'industrie dans lequel Alors ils travaillent. Mais... là, nous avons Olivier, nous avons Prodim. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous voulez vous présenter au fur et à mesure, s'il vous plaît? Oui, alors Prodim, je suis la responsable qualité, sécurité, environnement. Nous sommes dans des locaux d'un côté type bureau et de l'autre côté entrepôt. Tout est sur le même terrain. Voilà. Ensuite, et au niveau consommation d'eau, vous avez quel type de consommation? Quels usages en fait? Alors, on a des usages sur une aire de lavage où on nettoie avant livraison de nos matériels, donc des balayeuses par exemple de voirie. D'accord. Et ensuite, on a de la consommation d'eau. On a un compteur incendie et un compteur classique. D'accord. Voilà. Et un compteur d'eau lié aussi à la partie verte, l'arrosage. L'espace vert. Voilà. D'accord. Madame Mathieu? Allô? Ok, d'autres participants qui veulent prendre la parole et se présenter pour exposer leurs problématiques d'eau? Ok, bon, donc de toutes les manières, Olivier, le profil sera toujours quasiment le même. D'accord. Un industriel avec des problématiques de siège et ou un entrepôt ou une usine ou voilà, c'est à peu près ce que tu vas rencontrer là. D'accord. Bon, ben, moi je trouve que par exemple dans cette configuration, ça pourrait être intéressant d'avoir un comptage sur la partie bureau. On pourrait imaginer un comptage effectivement à espace vert lorsqu'il y en a, si ça donne lieu à des grosses consommations. Et en plus, l'espace vert peut être traité un peu autrement, parce qu'on peut imaginer de la récupération d'eau de pluie. Peut-être, je ne sais pas si tu as prévu d'en parler après, mais ça peut être un sujet intéressant. Et puis, il y a toute la partie hangar où il y a du nettoyage avec peut-être des effluents également, un traitement sur les effluents. Ok. Donc, je pense que là, ces sous-compteurs peuvent être, on pourrait imaginer, donc 2-3 sous-compteurs pour ces parties-là. Et je sais que la partie, c'est un petit peu récent. Tu sais, historiquement, les compteurs à eau dans les collectivités, donc dans les immeubles, il y avait un compteur et on séparait les consommations par les ménages. Donc, c'est-à-dire, qu'il y avait un compteur général pour tout l'immeuble et on disait, 3 ménages ici, donc ça sera tant de tantièmes de consommation et ça n'incitait pas à faire des réductions, bien sûr. Et depuis, je dirais, une petite dizaine d'années, donc avec l'essor des nouvelles technologies communicantes, ils ont installé des tout petits compteurs qui s'installent vraiment sur le réseau. C'est très, très simple à faire. Ça vaut, c'est entre 80 et 200 euros de mémoire. Et ça a permis de sous-facturer la consommation réelle, en fait, à tous ces locataires quoi, des immeubles. Donc maintenant, on trouve sur le marché des compteurs communicants pas très chers, parce que du coup, ça s'est énormément développé avec cette dynamique, quoi. Et alors ça vous permettrait de vous aider à remplir un item de l'indice vert, qui est votre consommation d'électricité, de gaz et d'eau.
puisque Oui. et vous permettrez de suivre de façon fine votre consommation d'eau. Donc, c'est un prérequis de base, mesurer. Mesurer pour savoir, savoir pour agir, agir pour réduire. Donc, on a au point réduction. Alors, Vas-y. ok. Donc, je continue là. Donc, Oui. on a un petit peu le suivi de la consommation. Après, c'est bien, c'est de pouvoir se mettre quelques objectifs de diminution et de voir ce qu'il est possible de faire pour diminuer les consommations. Sur la partie bureautique, les usages courants, toilettes, lave-mains, toutes ces choses-là, ben, on va retrouver les mêmes éléments que dans une habitation classique, je dirais. Donc, on va avoir les petits mousseurs. On va avoir également, alors je sais pas s'il y a des douches, si des fois il y a des douches, il y a le même système qui existe pour les pommeaux de douche. Oui. Donc les mousseurs ou les pommeaux de douche économes permettent de faire entre 40 et 60% d'économie d'eau pour le même usage. Donc ils introduisent de l'air dans le flux en fait, et donc la sensation de pression reste la même. Par contre, les consommations sont bien moindres. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, d'autant que ça, au niveau des prix, ça vaut vraiment pas cher, quoi. Donc ça vaut pas le coup de s'en priver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les WC, ce qu'on appelle double flux. Je pense que tout le monde connaît, avec deux boutons, une chasse 3 litres, une chasse 6 litres. Alors ça, c'est intéressant d'en mettre en place. Il faut regarder du matériel. Faut pas lésiner sur du bon matériel, parce que c'est quand même des chasses d'eau plus fragiles. Donc nous, on accompagne des établissements, des EHPAD, des cliniques, des choses comme ça, qui des fois ont un peu pris le premier prix, et en fait il y a pas mal de casses. Donc ça vaut le coup d'avoir quelque chose d'un petit peu performant pour pas avoir à les remplacer tous les 6 mois. Et je pense que ça vaut le coup aussi de mettre un peu de l'étiquetage ou d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce que je pense que il y a encore beaucoup de gens qui vont appuyer sur les deux boutons ou n'importe quel bouton, qui vont voilà, et du coup là on fait pas d'économie, quoi. Oui. Voilà, ça c'est un détail. Pour revenir juste aux mousseurs et aux douchettes, sachez que il y a des aides qui existent pour bénéficier de ce genre de choses. Alors, il faut en avoir suffisamment, mais il y a des certificats d'économie d'énergie qui permettent de les avoir gratuitement également. Voilà, donc je passe assez rapidement là-dessus. De toute façon, ça vaut pas très cher, et voilà, c'est des choses, je pense, à avoir. Alors, je continue par rapport au slide. Donc, récupération des eaux, eau de pluie, eau de lavage, eau grise. Alors, je suis pas le spécialiste sur le traitement des eaux de lavage. Je sais que les industries type lingerie ou toutes ces choses-là ont des obligations maintenant de performance. Donc, ils ont des tunnels de lavage un peu performants, ils vont les récupérer. Ce qui est nettoyage d'entrepôts, toutes ces choses-là, je me rends pas compte s'il existe des choses, parce que on n'a jamais eu à creuser en fait le sujet. Donc, je suis désolé, j'aurais pas beaucoup d'informations là-dessus. Par contre, on va avoir de la récupération d'eau de pluie, ou les possibilités d'avoir des forages lorsqu'on a des espaces verts. C'est en principe très intéressant. Très intéressant. Il y avait des aides, elles n'existent plus pour le tertiaire. Voilà. Donc il faut le prévoir, je pense, lorsqu'on construit un bâtiment ou lorsqu'on fait des aménagements, s'il faut enterrer une cuve, par exemple. Voilà. Pour la personne de Prodim, vous me disiez que vous aviez donc des espaces verts. Oui. C'est quel type d'espace vert? C'est des grands espaces avec de la pelouse? Vous arrosez beaucoup? Non, c'est vraiment encore un petit peu la campagne, des arbres. On n'a pas de pelouse à cet endroit-là. D'accord. C'est un terrain vague, j'allais dire, sans plus. D'accord. Donc là, il n'y a pas vraiment d'arrosage. Non, non. Non. C'est naturel, j'allais dire. Oui, d'accord. Donc là, c'est pas un gros enjeu. Mais là, sinon, sur un projet qu'on est en train d'accompagner, où ils sont en train de construire un nouvel ESAT, on est en train de mettre en place une cuve de récupération d'eau de pluie. On a calculé les consommations d'eau qu'il pouvait y avoir pour les massifs.
Oui. Sachant qu'ils vont déjà travailler sur implanter comment dire, des plantes qui n'ont pas besoin d'avoir Beaucoup d'eau. des grosses quantités d'eau, voilà, parce que c'est une région très sèche. Et Mhm. donc là, on peut dimensionner une cuve de récupération d'eau de pluie, mais ça a du sens quand on le fait sur une construction, parce que le temps que le bulldozer est là pour Eh étaler oui. toute la terre, faire les fondations et toutes ces choses-là, bah, il va pousser un peu plus de terre, on va enterrer la cuve à ce Mm. moment-là, et effectivement, ça coûte pas très cher. Le faire après, euh, ça reste un peu compliqué, quoi. Oui, Voilà. parce qu'après, j'ai en tête, par exemple, ce que l'on fait à la maison. Les grandes cuves qui mesurent peut-être 1,52 m, qui Oui, se mettent contre une façade. J'ai en tête ce type-là. voilà. Mais vous pensez bien pour une industrie ou Voilà. pour une entreprise, il faut enterrer au minimum 15-20 mètres cubes. Donc ça reste, et là c'est un peu le minimum, quoi. Donc c'est quand même des grosses cuves, quoi. Mm, mm. Voilà. D'accord. Euh, donc je passe rapidement. Tunnel de lavage, donc j'en ai un petit peu parlé. Alors là, il n'y a pas de lingerie, mais les professionnels dans les lingeries, je sais qu'ils ont l'obligation de réduire aussi alors, ils peuvent réutiliser dans ces tunnels de lavage plusieurs fois l'eau, en fait. Donc, ils ont des consommations qui sont très, très réduites. Et puis, deuxième sujet, ils doivent baisser en température l'eau lorsqu'elle sort, sinon elle cramerait un petit peu la faune et la végétation derrière, et Dans ça les causerait effluents. dans Mm. les effluents. Voilà. Donc, ce qui se fait de plus en plus, c'est d'installer des récupérateurs d'énergie, donc un échangeur de chaleur en fait, et les calories, donc ça va refroidir à la sortie, et les calories qui sont récupérées peuvent être ingérées ou à l'entrée du comment dire du tunnel de lavage, donc ça va préchauffer l'eau, la nouvelle eau qui va intégrer, ou alors ça peut être intégré dans un réseau de chaleur classique, quoi. Mm. Dans le pavé réduction, Olivier, je voulais qu'on Oui, revienne sur la recherche de fuite. oui, Oui. Pour vous illustrer un- un- une petite histoire, un hôtel très grand public, comme vous pouvez les connaître à l'international, avec piscine, toboggan, beaucoup de piscines, etc., avait une consommation d'eau très, très, très élevée. Et il pensait que c'était normal, mais il rechargeait la piscine très, très régulièrement. Et en fait, avec la recherche de fuite, il s'est avéré que donc la charpente, enfin les fondations de la piscine étaient fissurées par l'âge, et donc il avait des fuites d'eau par la fondation de la piscine. En résolvant ces fissures, il a diminué de 50% sa consommation d'eau. Donc, je vous donne l'exemple d'un hôtel, mais ça peut être dans n'importe quel établissement de santé qui a un spa ou une piscine, ou une lingerie industrielle qui a de la stagnation d'eau quelque part, où ces cuves peuvent être fissurées. Donc, et autres, et les tuyaux, et les colonnes d'évacuation ou d'approvisionnement. Donc, il est très, très important de mettre en place une recherche de fuite quand on a une consommation d'eau plus importante qu'une moyenne. Voilà. C'était mon aparté parce qu'on n'a pas parlé de la recherche de fuite. oui, oui, tout à fait. Alors, moi j'ai un autre exemple dans le même cas. J'accompagnais 3 établissements enfin, qui faisaient partie d'une même entité autour de Brioude, et 2 à Brioude, et puis un autre un petit peu à l'extérieur, donc 3 maisons de retraite. Et ils avaient l'habitude de suivre les consommations d'eau, mais de façon un petit peu brute, c'est-à-dire tant de mètres cubes par an. Et du coup, on a mis en place quelques indicateurs, ce qui me semblait pertinent pour suivre, pour pouvoir comparer les différents établissements. Il y en avait un qui était plus grand, avec 80 lits, il y en avait un autre d'une 60aine de lits, puis il y en avait une toute petite unité avec une 30aine de lits. Et en fait, lorsqu'on a regardé par les indicateurs, donc en ramenant les litres d'eau par journée d'activité, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un établissement qui consommait 2 fois plus d'eau que les autres. Donc, on a commencé alors, je les accompagne plus maintenant, mais ils devaient mettre en place, faire venir une entreprise pour faire de la recherche de fuite. Mais on a vu que rien que les comportements
pour les toilettes étaient différents de l'un à l'autre. Oui. Et vraisemblablement sur le petit établissement, les pratiques n'étaient pas du tout économes. Donc là, on était vraiment dans les gestes, c'est-à-dire les filles pour les toilettes laissaient couler l'eau en permanence et coupaient pas le robinet, quoi, parce que c'était pas pratique, c'était pas bien accessible, les chambres n'étaient pas faites tout à fait pareil. Donc je trouve que c'est aussi intéressant de pouvoir avoir ce type d'indicateur pour comparer Le secteur. le secteur, tout à fait. Alors, nous, on a mis dans l'indice vert un indicateur sur le chiffre d'affaires en cas euros. Donc, quand il est bien renseigné par le fournisseur référencé chez CAP, on a un ratio qui est très faible, hein, parce que ramené au chiffre d'affaires, et c'est le seul point que l'on avait commun entre toutes les entreprises. Voilà. Donc, on a choisi ce ratio-là. Ça peut être intéressant que j'aille voir quel est votre comportement sur l'année dernière. Et individuellement, vous pouvez me solliciter pour avoir votre ratio et votre positionnement. On va voir ça. OK, je vais voir le positionnement. La qualité et le traitement, Olivier? Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la qualité, effectivement, je dirais bactérienne. Donc, normalement, j'ose espérer que vous avez une eau qui arrive du réseau qui est tout à fait potable. Sachez qu'il existe après un certain nombre de systèmes de filtrage plus ou moins efficaces. Le plus efficace étant ce qu'on appelle l'osmoseur. Alors le problème de l'osmoseur qui va être une membrane très puissante qui va arrêter énormément de polluants, mais il va arrêter également tout ce qui va être minéraux, ces choses-là. Donc après, on se retrouve avec une eau. L'eau osmosée, c'est vraiment c'est l'eau qu'on met dans le fer à repasser pour pas qu'il se bouche. C'est pas une eau qui est terrible non plus pour la boire, je pense. Enfin, en tout cas, en grosse quantité, quoi. Mais bon, si on peut pas faire autrement, il faut aller sur ce genre de choses. Ce qui va peut-être plus m'intéresser, ça va être ce qui est lié à la dureté de l'eau, parce que effectivement, le fait d'avoir une eau calcaire peut être un gros problème pour les réseaux de chauffage également, parce que ça va encrasser les réseaux. Au niveau santé, pas forcément, mais quand même, trop de calcaire, c'est pas terrible non plus. Et donc souvent, on va mettre en place des stratégies pour limiter ce calcaire dans l'eau. Donc le plus courant, c'est un adoucisseur. Donc là, c'est chimique. Et le problème, c'est que les rejets dans l'eau, après, derrière, sont pas terribles. Donc, on y met des sels pour capter ce calcaire. Mais bon, c'est rejeté et c'est pas l'idéal. On a des nouvelles technologies qui se mettent en place, qui consistent à non pas retirer le calcaire de l'eau, mais en changer sa forme. Alors, c'est difficile parce que du coup là je peux pas bien vous montrer sur un dessin à quoi ça ressemble, mais imaginez la molécule de calcaire qui est quelque chose de très piquant, très agressif, chose comme ça, très 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 rugueux, qui est très dur, et elle va s'agglomérer partout où elle pourra, et elle va faire des caillots. Elle va boucher un peu les conduits, elle va poser un certain nombre de problèmes, et elle va détériorer rapidement aussi le matériel. L'idée, donc ça, on appelle ça de la calcite. Sa forme, c'est la forme qu'on trouve dans l'eau. Oui. Et l'idée de ces nouveaux appareils qu'on va installer, qui vont produire des espèces de champs. Alors c'est pas des champs magnétiques, mais des champs. Ils vont induire ils vont modifier cette forme du calcaire pour produire ce qu'on appelle de l'aragonite, qui est le même calcaire mais constitué différemment, qui va être plus mou et avec des formes plus arrondies, moins anguleuses. Et en fait, ça va faire que le calcaire, il va traverser les tuyaux sans s'arrêter.
Donc, on ne modifie pas la quantité de calcaire, on n'amène pas un produit supplémentaire dans l'eau, on change juste, donc c'est des appareils qui fonctionnent de façon, certains fonctionnent de façon électrique, d'autres sont passifs, c'est des espèces d'aimants qui sont dedans, et en fait, l'eau en traversant ces conduits-là va être, le calcaire va être modifié, voilà. Et donc, on commence à avoir quelques retours d'expérience avec des choses comme ça. Alors, je ne sais pas si à la CAP, vous avez référencé des distributeurs qui font ce genre d'appareil. On va regarder, Olivier. Tu vas me dire un petit peu les produits et on va le dire. Et je rajouterai une slide avec les produits de. Voilà. Ça peut être intéressant. On commence à suivre là deux, trois. C'est l'hôpital de Marseille, je crois, qui s'était installé avec des choses comme ça. Alors voilà, il faut. Nous, on a encore un regard un peu critique par rapport à ça, mais c'est la nouveauté. Voilà, c'est la nouveauté. Donc on s'interroge, mais je pense que c'est une bonne idée. Et puis d'un point de vue de la pollution, il n'y a pas d'entretien, il ne faut pas racheter du sel en permanence. Il y a pas de voilà. Et puis surtout, on a des canalisations qui sont pas abîmées. Quoi, parce qu'à un moment donné, quand on est dans des eaux très calcaires, effectivement, ça devient très dangereux pour les canalisations. Merci Olivier. Olivier, voilà. Tu voulais rajouter quelque chose? Moi, si je rajoute une chose qui me paraît très importante, on a beaucoup parlé consommation, quantité et qualité de l'eau consommée. Moi, je vais vous parler des effluents. On l'a fait là, au mois de novembre. Mais je veux insister là-dessus parce que ça me paraît très important de ne pas scinder les deux sujets parce qu'en fait, on a deux problématiques en France. On a la problématique de la quantité de l'eau consommée, mais on a aussi et surtout la problématique des rejets parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des études relativement inquiétantes qui tendent à prouver que les nappes phréatiques, les eaux de surface et les eaux souterraines sont toutes contaminées en France par des résidus de médicaments, des résidus de pesticides, des quantités de produits. Donc, si on veut résoudre cela, ça veut dire qu'il faut qu'on ait tous, individuellement et collectivement, c'est-à-dire nous, citoyens, et nous, professionnels dans les institutions qu'on représente, une stratégie pour réduire les effluents liquides. Et donc ça ne se fait pas tout seul. Ça veut dire qu'il faut commencer par faire une cartographie des produits qu'on utilise, qui génèrent des composés organiques volatils dans l'air mis à la qualité de l'air intérieur, mais surtout qui génèrent des effluents qui ne sont pas traités par les stations d'épuration en France. Résultat des courses, plus on consomme des produits et plus on rejette des produits, plus on consomme des médicaments et plus, mais on va les uriner, plus on retrouve des molécules dans l'eau. Donc, je pense qu'il faut travailler impérativement sur les deux sujets, et la quantité et la qualité des effluents. Surtout que, c'est le paradoxe, plus on consomme de l'eau, plus c'est dilué et moins on va les trouver. C'est-à-dire qu'il y a une tendance actuelle en France aujourd'hui à dire il n'y a pas de problème, puisqu'en fait, c'est très dilué. Sauf que si on réduit les consommations d'eau comme on est censé le faire, eh bien, cette concentration d'effluents augmente. Donc, il faut travailler sur les deux sujets. Alors, on a un ACOD du mois de novembre sur les effluents. Et quand je vais vous faire le compte-rendu, je vais vous envoyer les deux liens. Merci. Des questions? Oui, une petite question. Tout à l'heure, on abordait le sujet entre deux sur tout ce qui est pompe à chaleur, chauffage. Oui, la récupération de la chaleur des eaux utilisées. Voilà. Là-dessus, en fait, c'est très difficile parfois de mesurer une fuite. Et je vous en parle parce que ça nous est arrivé. Et c'est vrai que ça fait partie aussi du lot. Trouver une fuite dans un réseau tel que celui-ci, on a des tuyauteries qui passent en dessous les planchers. C'est pas simple. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Ouais, super. D'autres questions, d'autres remarques? Allô? Alors, je regarde si j'en ai pas par écrit. Peut-être que vous n'avez pas la parole. Si, pourtant. Des questions? Non. Non, j'ai pas de message. Non. Bon, donc on est arrivé au terme de notre ACOD sur la maîtrise des eaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, même ultérieurement. Donc, le 10 janvier, je vais vous la récupérer et vous la faire le 26 février. Celle d'aujourd'hui est faite et la prochaine donc sera sur les déchets. Voilà. Je vous remercie à tous et à tous. Merci Olivier et Olivier. Merci. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée. Merci Tati, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Hop.